La Française, concepteur de solutions d'investissement alliant performance et durabilité, vous présente le Journal décalé. Jean-François, nous faisons rêver, mais le nous, c'est pas vous, votre chemise rose, ou c'est pas moi, ce sont les épargnants français qui font rêver, les épargnants européens. Pourquoi ? Grâce au taux de 3% du livret A qui nous est bloqué pour 18 mois. On a souvent parlé du livret A, de tous ces produits d'épargne réglementés. Elle n'a jamais été aussi garnie, mais est-ce que c'est une bonne nouvelle ? La réponse est plutôt non. D'abord, c'est plutôt un boulet pour les banques françaises. Pourquoi ? Parce qu'elles souffrent d'un problème de compétitivité. À la différence de leurs rivales étrangères, elles supportent dans leurs comptes le surcoût lié à la rémunération. Elles sont donc mathématiquement moins rentables. Ça génère en plus un effet d'entraînement sur le reste des livrets rémunérés qui eux aussi sont peu rémunérateurs. Après les banques, c'est aussi un problème sur les épargnants. Pourquoi ? Parce que c'est une épargne très confortable, mais traître. D'abord, le taux réel du livret A est plutôt négatif quand on prend en compte l'inflation. Ce produit très populaire, en réalité, il profite surtout aux classes moyennes, voire aux clients aisés, à la fois sans risque et totalement liquide. Il est pour eux très confortable, mais il ne pousse pas du tout les Français à développer leur épargne financière, leur culture financière qui vous est si chère, Jean-François, pour investir en bourse ou souscrire à des produits plus risqués. Enfin, cerise sur le gâteau, c'est aussi un problème pour l'économie. Le livret A, il sert à quoi ? Il est supposé financer, entre autres, le logement social, mais la hausse des taux renchérit le coût du financement sur lesquels les HLM doivent pouvoir compter. Les HLM coûtent donc beaucoup plus cher. Jean-François, je vous connais, vous allez réagir fortement sur une question. Est-ce que finalement, il ne faudrait pas supprimer le livret A ? Non mais, que vous répondrez, Georges ? Faire du benchmarking international, si ça contribue à alimenter la réflexion, c'est très utile. Si ça consiste simplement à copier ce que font les autres, franchement, je trouve que c'est débile. Moi, je vais vous dire, de mon côté, je pense que le livret A est un élément structurant de confiance dans l'épargne et qu'il contribue de fait au fort taux d'épargne qu'on a dans ce pays. D'ailleurs, je ferai remarquer que c'est quand le taux du livret A a commencé à progresser qu'on a commencé à voir les dépôts à vue se vider, ce que personne n'arrivait à faire auparavant. Bref, si on raisonne globalement, moi je pense que le livret A, c'est plutôt favorable à l'ensemble des autres placements. Alors oui, peut-être, on pourrait préférer être comme aux États-Unis, sans épargne réglementée, mais avec un taux d'épargne tout rikiki et avec plein de dettes. Et juste au passage, si on veut zigouiller le livret A parce que c'est trop franchouillard, on pourra peut-être aussi s'interroger sur l'avenir du fonds en euros en assurance vie ou des SCPI, qui sont quand même deux autres spécificités tout hexagonales. Oui, justement, les SCPI, c'était quasiment devenu dans les esprits un produit sans risque, quasiment un fonds en euros. Mais pour les SCPI, c'est comme pour la météo cet été en France, ça a été sacrément mouvementé. 4 poids lourds, BNP Paribas, REM, AEW, Amundi Immobilier et HSBC REM, tous les 4 très exposés à l'immobilier de bureau en Ile-de-France, ont annoncé des baisses significatives de valeur de part. L'AMF n'a pas tardé à réagir et à demander aux sociétés de gestion un grand effort de transparence. Elles doivent toutes réaliser une revue de leurs expertises pour le mois de décembre. Chaque société peut faire réaliser cette revue d'expertise soit en interne, soit par un tiers, mais l'AMF se réserve le droit de faire des contrôles. Pourquoi l'AMF intervient ? Parce qu'elle a une crainte, c'est la liquidité. La crainte, c'est qu'il y ait un mouvement de panique avec tous les investisseurs qui voudraient céder leur part sans avoir d'acheteurs en face. On en saura plus à la fin du mois. On saura aussi si ces 4 sociétés de gestion ont été courageuses en faisant ce mouvement avant les autres ou si c'est un mouvement isolé. Alors, je vais vous dire sur le sujet, et je vous prends un témoin. Je suis pas mécontent de l'émission qu'on avait faite dans Et Plus encore au mois de juillet dernier, parce que la grande partie de ce qui se passe actuellement, on l'avait abordé dans les grandes lignes, et la porte de la baisse des prix de part avait clairement été ouverte. Alors, quitte à garder une longueur d'avance, je vais lancer une nouvelle idée. Que dire ? A priori, la crise actuelle sur la SCPI, c'est surtout lié à la hausse rapide et violente des taux d'intérêt. Bref, en fait, en 2022, avec la hausse des taux, les obligations ont dérouillé. Et maintenant, c'est l'immobilier, c'est à peu près normal. La question majeure qu'il y a, c'est est-ce que derrière, il y aura une crise immobilière ? Et si tel est le cas,
une baisse des prix de part de 15%, ça risque de ne pas suffire à terme. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on aura rendez-vous mardi prochain, ça sera le 12, pour parler pierre-papier avec Marc-Olivier Penin, le directeur général d'Altarea IM, dans une émission spéciale. Et moi, je ne vais pas m'arrêter malheureusement avec ce monde nuageux, avec un autre sujet, le private equity. Il y a malheureusement quelques écueils en France. Le gouvernement français, on en a parlé à maintes reprises, souhaite plus que jamais réorienter une partie de l'épargne accumulée par les Français vers des actifs non cotés verts. L'objectif, il est plus que louable, faire de la France un leader de l'industrie verte, mais cette initiative peine à atteindre les résultats escomptés à cause de plusieurs obstacles. Qu'est-ce qu'on a ? On a un projet de loi industrie verte qui a été approuvé par l'Assemblée nationale qui propose d'inclure des actifs non cotés dans les stratégies de gestion du fameux PER, le plan d'épargne retraite, et il envisage même d'étendre cette approche à l'assurance vie. Mais le problème, c'est que finalement, pourquoi aujourd'hui les Français vont dans les PER ? Principalement pour diminuer leur imposition, donc assez loin, de l'industrie verte. Autre problème dans l'assurance vie, la durée requise d'investissement n'est pas la même que la durée dans laquelle on reste dans les contrats d'assurance vie. Donc, il y a des problèmes de cohérence de durée, donc de logique des produits. Et il y a aussi un problème de transférabilité des PER entre assureurs. Les assureurs nous disent qu'ils hésitent à investir dans ces produits non cotés, car si un client transfère son capital vers un concurrent, vers un autre assureur, l'assureur initial va se retrouver avec des parts d'actifs illiquides à gérer, donc une belle galère pour lui. Private equity, donc en France, quelques écueils, et on a aussi quelques écueils aux États-Unis. On sait que c'est la majeure partie du private equity. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans le collimateur de la SEC. La SEC s'apprête à imposer des règles très strictes dans le secteur pour protéger les investisseurs en leur demandant de faire des reportings trimestriels détaillés sur la performance, en leur interdisant de faire toutes les opérations secrètes qui offriraient à certains investisseurs des meilleures conditions et en limitant les dépenses qu'on peut répercuter aux clients. Bref, le private equity a été l'un des produits phares ces derniers mois. Il va certainement surmonter ces écueils. On verra comment. Pardon, je vais boucler sur le sujet du livret A parce que vous avez dit le gouvernement cherche à orienter l'épargne vers les actifs non cotés verts. Alors, avec le livret A, le gouvernement, il pilote les flux d'épargne vers des actifs spécifiques. Vous aviez évoqué le logement social et d'ailleurs, la liste pourrait s'allonger, par exemple, avec le nucléaire. On voit en fait là l'approche macroéconomique que l'on a sur le financement de l'économie et autour des sujets d'épargne. Et comme j'aime bien le dire actuellement, on est clairement dans une économie de marché, mais pas avec un E accent aigu, avec AIS à la fin du nom du premier secrétaire du Parti communiste français de l'époque. Alors, moi qui suis très bottom-up, je vais être très honnête, je suis très besoin client. Or, il faut le reconnaître, entre la volonté des politiques et le besoin client, il y a parfois un monde, et ça finit toujours pareil, soit en flop commercial, soit en mis-selling d'envergure. Vous faites beaucoup d'anglicisme, Jean-François. Je vais finir avec un peu d'espoir après tant de pessimisme. Le bout du tunnel est-il sur le point d'être atteint ? Est-ce qu'on est sur le plafond de l'inflation, sur la reprise des émergents ? Il est trop tôt pour l'affirmer, mais grâce à l'Observatoire Norcia du deuxième trimestre 2023, nous avons quelques indications. Le choix des investissements du second semestre reste guidé par la prudence, mais des nouveaux réflexes apparaissent dans la construction des portefeuilles. Et si je vous donne quelques chiffres, en assurance vie, c'est le retour du fonds en euros qui est poussé par des craintes de récession. Il gagne 11% par rapport au premier trimestre pour composer désormais 42% de la collecte. Sur la partie unité de compte, les actions restent très basses, autour de 8%. Les supports immobiliers ont été divisés par 2 pour atteindre 22%. 22%. Et ils sont remplacés par quoi ? Ils sont remplacés par des obligataires et structurés en forte hausse à 20 et 25%. Cette tendance, elle se confirme aussi sur les arbitrages, donc dans la nouvelle collecte et sur les arbitrages. Les produits structurés deviennent donc très présents en assurance vie. Ils tirent aussi à la hausse les comptes titres. Pourquoi ? Parce que les conditions de référencement sont beaucoup plus souples dans les comptes titres, donc c'est beaucoup plus simple d'avoir des structurés dans les comptes titres. Pour rester dans l'assurance vie, Norcia zoome à la fin de chacun de ces observatoires sur un point précis. Et moi, je voudrais leur suggérer un point de zoom pour celui du 3e ou du 4e trimestre. On a une étude de Value for Good Money qui nous indique que la gestion sous mandat répond bien au besoin de délimiter la prise de risque mais pour l'épargnant, mais que les résultats sont assez décevants. Pourquoi ? Parce que la performance
financière de cette gestion est pénalisée par plusieurs choses. D'abord par des injonctions contradictoires à laquelle ils sont soumis, c'est-à-dire à la fois délivrer de la performance tout en limitant les risques, et ils sont aussi limités par un empilement de frais qui parfois est conséquent. La gestion profilée de nature prudente, modérée ou équilibrée apparaissent donc peu convaincante sur le moyen long terme. Ça serait donc intéressant d'avoir une analyse plus large et de se dire gestion pilotée, bonne ou mauvaise idée. En tout cas, ça correspond à une logique d'industrialisation. La vraie question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le client de CGP va avoir face à lui un industriel ou est-ce qu'il va avoir un artisan? Bon, en tout cas, merci Georges pour toutes ces informations. On continue tout de suite notre émission pendant les 45 prochaines minutes environ. On va s'intéresser au marché financier avec une nouvelle réunion du G3 Bourse.